Yo yo tout le monde, bienvenue au Redcon Movie Club. Bonne fin d'année 2024 ou début 2025 si vous êtes en train de me regarder après le nouvel an. Je voulais vous faire un top 10 de mes films préférés de 2024. C'est sûr que si les films sont sortis fin 2024, au mois de décembre, ça se peut que j'ai pas eu la chance de les voir, ils ont pas eu la chance de faire partie de ma liste. Donc, mais je vais quand même vous nommer ceux que j'ai sur le coup. Puis c'est même possible que moi je regarde cette vidéo, puis après je me dis j'aurais dû penser à celle-là. C'est ceux qui me sont venus en tête les derniers temps. Get ready, branche tes écouteurs. Redcon Movie Club, on va t'embarquer dans un univers de films. On va tout découvrir. Le premier, c'est Dune, bien sûr, Dune 2. Denis Villeneuve, il était dans mon top 10 des plus attendus. Maintenant, il est dans mon top 10 des meilleurs films de l'année. On a déjà fait des reviews, même sur le channel, de à quel point le film est, à mon avis, probablement un upgrade du premier film. Plus divertissant, encore mieux écrit, encore mieux réalisé, encore une plus belle esthétique. Les changements par rapport au livre, moi, je m'en plains pas. Je trouve que c'est des changements qui aident à avoir une histoire plus fluide. Rien à dire, Denis Villeneuve est à son meilleur pour ce film-là. Et ça donne juste envie de voir qu'est-ce qu'il prépare pour nous plus tard. Moi, je suis encore plus intéressé à ce qu'il va faire hors de l'univers de Dune. Mais je suis même intéressé à ce qu'il va faire avec Dune Messiah. Ensuite, bien sûr, comment oublier Deadpool et Wolverine. Encore dans un des plus attendus, a dépassé mes attentes. Pas nécessairement pour l'histoire, mais c'est la preuve qu'un film peut être extrêmement divertissant sans être basé sur l'histoire la plus originale. L'histoire est pas mauvaise, elle est juste pas incroyable, mais la chimie de ces deux personnages-là, le mix d'émotions entre ces deux personnages-là, le fan wishlist, le fan service est superbe. La réalisation de où Disney est rendu, ne pas avoir peur de certaines critiques, rien à dire. Deadpool Wolverine a fait ce qu'il avait à faire. C'est un très bon film, très divertissant, très drôle. J'aurais changé des choses ici et là, mais c'est du nitpicking, peut-être un petit effet spécial ici et là que j'aurais tweaké si j'aurais été réalisateur et que j'aurais eu l'occasion d'avoir un peu plus de temps pour le retravailler, mais excellent film. Ensuite de ça, Inside Out 2, un des films les plus vendus de l'année comme Deadpool Wolverine, un des meilleurs films que Pixar a fait ever, et ça c'est gros à dire parce qu'ils ont une carrière excellente avec une très bonne feuille de route, beaucoup de classiques, et le premier Inside Out est un excellent film. Je me demande souvent, j'en parle souvent avec les gars, avec mes boys, est-ce que c'est meilleur que le premier film? Possiblement. Et c'est un film qui va toucher autant les adultes que les enfants. Parce que Pixar est bon dedans, mais je trouve que Inside Out 2 touche encore mieux à cet aspect-là. Et aussi touche à quelque chose qui est difficile à expliquer pour des enfants, les crises de panique. Ils ont réussi à parler de ça d'une façon très intelligente, très graduelle, puis on le sent. À peine si on n'est pas en crise nous-mêmes, on sent la crise. Je pense, ceux qui ont déjà eu des crises de panique dans leur vie, vous allez le sentir très proche de ce que c'est pour de vrai. Ça ressemble, c'est une belle représentation. Inside Out 2, excellent travail de Pixar. Un autre de mes films, un de mes préférés de l'année, We Live in Time, avec Andrew Garfield et Florence Pugh. J'aime beaucoup ce film parce que c'est un film mature qui deal avec la façon de voir la vie. C'est quelque chose de très deep, profond, que je pense que plus on vieillit, plus on peut apprécier. On n'a pas besoin d'être âgé pour l'apprécier, même que j'aurais aimé voir un film comme ça jeune, ou des jeunes qui ont l'occasion de voir ce film et le comprendre. Ça va peut-être les aider à passer à travers la vie de certaines façons. Sans donner de spoilers, c'est un couple qui, on voit leur vie, de leur rencontre à plus tard jusqu'à créer une famille et tout, et ils vivent quelque chose d'assez dramatique à un moment donné dans leur vie. Mais le film est pas fait en ordre chronologique. Il saute d'un moment à un autre
Et les moments peuvent vraiment passer de plus loin dans le futur, plus loin dans le passé. Puis c'est pas écrit, il faut juste regarder la scène pour se rendre compte que ce soit la coupe de cheveux qui a changé, que ce soit le jeu d'acteur, est-ce qu'ils ont déjà leur enfant, est-ce qu'elle est enceinte, est-ce que... Puis chaque fois on est en train de se demander on est où dans le temps. Le film est fait en désordre, comme pêle-mêle, comme par hasard, mais c'est fait d'une façon volontaire, parce que c'est comme si ça nous montre que le message du film c'est de vivre les moments, puis la vie n'est pas... comment je veux dire ça? La vie n'est pas quelque chose qu'on s'en souvient, on s'en rappelle pas dans l'ordre chronologique, on s'en rappelle juste par moment. Alors c'est comme s'il y a un message de profiter de chaque moment, chaque instant. Alors même si on sait qu'on a fini de voir le film, on comprend l'ordre complètement. Mais on voit le film dans des ordres différents, des trucs différents pour nous faire comprendre des éléments différents. Alors c'est plus important de nous faire voir leur rencontre plus loin, parce que c'est un impact qu'on sait où ils sont plus tard. C'est vraiment juste des éléments comme ça. Vous pouvez comparer ça à quelque chose de plus complexe comme Memento, mais c'est actually beaucoup plus simple à suivre que Memento. C'est assez spécial et j'ai trouvé le message très fort, mais il faut le suivre. C'est un drame avec de la romance, avec de la tristesse. Le jeu d'acteur, Andrew Garfield, toujours excellent dans les rôles dramatiques. Florence Pugh continue à montrer qu'elle peut tout faire. C'est une réalisation très simple, vraie. C'est pas une histoire d'esthétique, quoi que ce soit, mais les messages et les scènes ont des fois des doubles sens. Et j'essaye de rester le plus vague possible, parce qu'il y a des éléments que c'est des surprises dans le film, qu'on les découvre, dans le film, qu'on apprend des choses sur leur vie à des moments donnés. Puis ça nous fait réévaluer les scènes précédentes. C'est juste très bien pensé. C'est clairement un de mes films préférés de l'année. Ensuite, un film indépendant qui a fait parler dans les milieux, dans les awards et dans les milieux de films indépendants, The Substance, un film avec Demi Moore. Probablement la meilleure performance que Demi Moore a fait de sa carrière, et ça en dit beaucoup parce qu'elle a une très grande carrière. Elle n'a pas juste été une grande vedette qui était connue, elle a eu des grandes performances, elle a eu des grandes nominations dans sa vie, et là, elle a un certain âge, et c'est un film qui deal directement avec la vieillesse, comment la société voit la vieillesse. C'est un film qui est vraiment fait du point de vue, même si c'est avec des femmes, réalisé par des femmes, c'est fait du point de vue de comment les hommes, des fois, voient les femmes, et comment la société et les médias et le Hollywood et le entertainment les prennent comme des objets, même s'ils disent que non. C'est le cas dans la façon qu'on choisit qui va avoir priorité sur certaines choses, qu'on choisit pour faire des choses à la télévision, le visuel, l'esthétique, le renouveau de vouloir toujours des plus jeunes, que ceux qui commencent à être plus âgés sont moins intéressants, sont mis un peu de côté sans que ce soit dit. C'est le concept de Substance. Et The Substance est un film qui, avertissement, si vous avez le cœur fragile pour des trucs qui sont plus gory, plus body horror, qu'on pourrait dire. À la base, c'est pas un film d'horreur. Quand le film commence, c'est un drame qui raconte une histoire. Ça touche à quelque chose qui est un petit peu plus dans la science-fiction par rapport au réalisme de cette possibilité scientifique. Mais comment le film évolue, ça devient full horreur. Mais pas horreur comme slasher, on va juste tuer du monde et vous essayez de nous faire peur, ou des jump scares. Non, vous allez juste être répugné par les images, mais vous voulez pas arrêter parce que vous aimez les personnages. C'est juste horrible ce qui se passe, voilà, disons-le comme ça. C'est pas que c'est un film d'horreur, c'est horrible ce qui se passe avec les personnages. Et bravo à la réalisatrice et bravo aux deux actrices, Demi Moore, je connais pas le nom de l'autre, qui joue une version plus jeune de Demi Moore, qui est très bonne aussi, qui réussit à faire qu'on dirait vraiment que c'est la même personne à différents moments de leur vie. Donc, The Substance, je vous le conseille fortement. Mon prochain film, c'est Alien Romulus. Alien Romulus est très très bon. Surtout par rapport au fait que Alien, la série, a perdu de son flair, a perdu de son charme, a perdu de son gut punch, le côté qui, justement, c'est un des premiers films d'horreur de l'espace. C'est pas mal de films d'horreur, suspense, thriller, horreur. On a perdu ça, c'est devenu des films d'action. Alien Romulus ramène exactement la vibe de Alien 1.
Alien Romulus, canon, fonctionne parce qu'il se passe entre le premier et le deuxième film d'une façon très naturelle, sans avoir besoin de Ripley, qui est le personnage principal d'habitude. Alien Romulus ramène aussi l'importance des androïdes, qui ont toujours été une histoire importante, un moment important dans le monde de Alien. Ça ramène exactement ça. La seule critique que j'ai contre Alien Romulus, la fin est un tout petit peu hâtive. La fin fait aussi quelque chose qu'on a déjà vu dans un des anciens films, mais pas un des... Ils font mieux que ce qu'on a vu dans les anciens films, sans dire c'est quoi. Et peut-être que le film compte trop sur le fait d'essayer de... C'est pas un remake du premier film, mais c'est majoritairement dans le vaisseau. Donc, un peu beaucoup comme le premier film. Donc, la limite entre se remémorer un ancien film et refaire l'ancien film, elle est mince. Fait que des fois, je suis comme, j'aimerais qu'il sorte, j'aimerais qu'il fasse autre chose qu'on n'a pas vu. Mais ils font plein d'autres choses qu'on n'a jamais vues dans cette série. L'horreur, encore une fois, encore sur le thème de l'horreur, est vraiment bon. Toute cette réalisation-là, encore du body horror, c'est dans la même catégorie, surprenamment, est juste bien fait. C'est pas juste du gore pour être gore, ça vient chercher quelque chose visuellement. Le suspense est très bien établi. C'est un slow burn qui accélère très vite à un moment donné. Puis, on n'a pas eu de film comme ça depuis un moment, surtout dans la série d'Alien. Donc, bravo à Alien Romulus. Ensuite, Challengers, le film avec Zendaya, dans l'univers du tennis professionnel et tout. Beaucoup de monde entend parler du film, savent pas quoi trop en penser. Honnêtement, ma critique, ça m'a pris du temps, il fallait que je réfléchisse. J'ai même enregistré un review que j'ai jamais sorti parce que j'étais plus d'accord avec ce que je disais moi-même. Challengers, c'est un très bon film. Et ça deal pas vraiment avec l'univers du tennis. Pour de vrai, c'est beaucoup plus une histoire de relations amoureuses, de qui manipule qui dans les relations, qui est en zone de confort, qui est par-dessus l'autre dans la relation. Et c'est ça, qui a le contrôle, dans le fond, de ce qui se passe dans une relation. Mais c'est une relation complexe. Si vous voyez la pub est mensongère. Je ne vous conseille même pas de regarder le trailer, malheureusement. On dirait qu'il montre ça comme un film, trailer sensuel, explicite. Non, c'est un PG-13 gros max. Oui, ça parle de concepts de peut-être ménage à trois, de trucs comme ça, mais visuellement, il y a rien de tout ça. Il y a à peine de nudité. C'est juste dans l'histoire. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont dans un engrenage, une relation complexe, après des relations d'amour, de haine entre tout le monde, puis on sait jamais dans quelle direction ça va aller, avec une super réalisation. Donc c'est super bien réalisé. Les personnages sont vraiment intéressants parce que personne n'est noir et blanc ou blanc. C'est comme tout le monde est dans des zones grises. Tout le monde est, puis on n'a aucune idée comment ça va terminer. C'est donc visuellement et côté scénarisation, j'ai rien vu qui ressemblait à ça cette année. Donc, ça mérite les fleurs que ça a reçues. Challengers est un film vraiment, vraiment intéressant. Ensuite, je donne Saturday Night Live. Non, my bad. Saturday Night, qui est un film sur les 24 heures avant que la série Saturday Night Live soit en ondes. Ce film est juste comme... Vous allez découvrir des choses que vous savez pas si vous connaissez pas l'univers de Saturday Night Live. Ils ont révolutionné la comédie à la télévision, mais c'était une gang de rebelles, une gang d'arrogants acteurs, certains qui étaient très hautains sur eux-mêmes, certains qui étaient sur la drogue, certains... Puis ils étaient pas faits pour travailler ensemble. Il y avait des clashs derrière la caméra. Personne ne voulait que ça aille en ondes, mais le problème, c'est que c'est pas une émission qui a été enregistrée d'avance. Elle était en ondes, en direct. Donc il fallait que ça fonctionne. Alors c'est tout le chaos qui a permis que cette série finisse par être finalement en ondes, est devenu le méga succès qui est toujours là en 2024, 2025, toujours en ondes aujourd'hui. Donc, puis les acteurs jouent des personnages, des acteurs légendaires comme des Chevy Chase, des Dan Aykroyd, et j'en passe, John Belushi. Il y en a tellement. Et ils sont super bons. Les acteurs les ont, la réalisation là, et on capote sur savoir comment ils vont réussir à mettre ça en ondes, parce qu'on sait que ça va finir par jouer, mais est-ce que le chaos derrière est incroyable. Super film. Wicked. Oui, je mets Wicked dedans. Les gens, oh, comédie musicale, ils chantent tout le long. Oui, ils chantent.
C'est une comédie musicale. Wicked est une grande comédie musicale qui existe depuis longtemps. Je m'attendais pas à grand chose. Pour une seule raison. Je suis pas fan du réalisateur. John M. Cho, réalisateur, si je donne un exemple de truc qu'il a fait, je pense qu'il y avait des documentaires ici et là, mais il a aussi fait genre G.I. Joe 2. Tu sais, genre avec The Rock, là. Ils ont tué Channing Tatum après 5 minutes, là. Comme un réalisateur comme ça, qui a l'air très superficiel, qui a pas l'air très artistique, qui a pas l'air très profond. Je me suis dit, ça va faire Wicked, mais ça a juste être des chansons collées ensemble pour moi. Puis c'est une grande pièce avec une grande histoire. Ceux qui savent pas, Wicked, c'est l'histoire dans le monde de Oz, du magicien d'Oz, avec les deux sorcières, là, Wicked Witch of the West, là, c'était la toute verte, puis l'autre sorcière, qu'ils étaient amis avant, puis qu'on voit comment ils finissent par split. C'est une grande comédie musicale de Broadway depuis très longtemps, qui avait des milliers de personnes qui l'ont vu. Le film est une réussite totale. Rien à dire. Ariana Grande, la chanteuse, oui, a une performance incroyable. Vous connaissez juste la chanteuse, même si elle a déjà fait des trucs sur Disney et tout. Incroyable, sa performance. L'autre actrice qui joue la Wicked Witch, superbe aussi. Superbe. C'est des personnages que vous allez vraiment comme vous attacher. Le monde est vraiment beau. Le CGI est quand il faut. Les sets ont été construits pour de vrai, donc on le voit aussi, on le sent qu'ils jouent dans des vrais sets. C'est coloré comme une belle pièce. Les couleurs ont des raisons d'être. Écoutez, ils font des trucs où la Wicked Witch, elle a la peau verte. Mais il y a des moments où elle a de la lumière rouge sur elle, où on voit que sa peau change de couleur parce que la lumière change la teinte. Le vert et rouge, ça fait comme une teinte plus brune. Puis il y a des raisons d'être de ces jeux de couleurs. Les performances sont superbes. Les chansons sont très bonnes, bien sûr, mais le layout de la chanson aussi, comme la mise en scène est très bonne. Ceux qui ont vu la comédie musicale, ils ont upgrade certains éléments. Au lieu de juste le mettre sur un stage, ils ont mis ça dans une grosse bibliothèque qui tourne en rond, puis tout est manuel. Donc c'est vrai, c'est juste un achievement visuel. Puis en plus, ils ont fait la même surprise qu'avec Dune. Quand Wicked commence, c'est écrit Wicked. Puis en tout petit en dessous, c'est écrit Part 1. Donc, Part 2 s'en vient d'ici 1 an. Je pense qu'ils ont tourné c'est le film au complet qu'ils ont séparé en 2. Et c'est tout ce que je peux dire sur Wicked sans rentrer dans du spoiler. Vous allez voir des petits liens sur Mon Magicien d'Oz, à Dorothée, tous ces trucs-là. Mais c'est pas leur histoire à eux, c'est vraiment l'histoire de ces deux filles-là. Puis, un gros bravo, honnêtement. C'est un film qui m'a surpris. Sans que ce soit nécessairement ma démographie. Il n'y en a pas besoin. Moi, ce que j'encourage le monde à faire, c'est écouter des films qui sont pas nécessairement les films que vous seriez allés vous voir, parce que c'est peut-être pas votre style, mais ça veut pas dire que c'est pas un bon film. Wicked n'est pas nécessairement mon style, mais je suis allé le voir, puis j'étais obligé de dire que good job, vraiment bien fait. Donc, un autre de mes films dans mon top, Nosferatu, ceux qui ne savent pas, techniquement est un remake d'une histoire qui était inspirée de Dracula, mais vous ne pouvez pas voir les rights de Dracula. Dans le film original, j'ai vu le vieux film, noir et blanc, tout. Nosferatu est une des plus belles cinématographies de l'année. Peut-être la plus belle cinématographie de l'année. Les performances sont incroyables. Lily Rose Depp, la fille de Johnny Depp, pour ceux qui ne savent pas, est incroyable. Et tout le reste du casting aussi, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård, et j'en passe. Donc, Nosferatu, pour ceux qui sont fans de belle cinématographie, gothique mais différent, c'est pas du Tim Burton, c'est dans le réalisme, l'image est crisp. En tout cas, c'est juste un film à découvrir. Ça peut un peu faire peur, mais de base, c'est pas un film d'horreur. C'est une atmosphère est vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Et des performances très, très, très intéressantes. Donc, that's it. Nosferatu, un autre de mes tops de l'année. Ensuite, let's go. On a Anora. Anora, j'ai adoré ce film. Je me suis longuement demandé si ça allait être le film, mon numéro 1 de l'année. Quelle belle performance par tout le monde. C'est un film qui est audacieux, qui peut choquer, qui va loin. Et les performances, on passe beaucoup de l'anglais
aux Russes et tout le monde est bon. Écoute, on le ressent, tout le monde a l'air vrai. Et ça n'a pas l'air d'être écrit, le monde n'a pas l'air de répéter un scénario par cœur. On dirait presque que ça a été freestylé, comme ça a l'air vrai, ça a l'air crisp, ça a l'air dans le vrai monde. Les performances sont juste incroyables du début à la fin. La direction du film aussi, l'histoire va dans des directions qu'on s'attend pas. Ça va dans une direction au début, puis il faut pas se laisser avoir. C'est pas le film vous emmène quelque part, mais pour de vrai, il est sur le point de faire un 160, 360, 180, tout ce que vous voulez. 90 degrés. Le film est imprévisible et a une très bonne morale. En plus de nous parler d'un milieu, un monde qu'on ne voit pas, que les gens ne connaissent pas, trop l'univers de tout ce qui est les danseuses exotiques, strippers si vous préférez, jusqu'à la prostitution et tout cet univers-là et tout ce que ça cache et tout ce que les gens qui vivent là-dedans peuvent vivre et pourquoi ils font ce qu'ils font. Beaucoup de ça est expliqué et deal avec, et aussi tout ce qui est classe sociale. Ça a plein de petites métaphores si vous comprenez bien le deeper layer du film. Donc Anora définitivement dans mes tops. Et finalement, ce que peut-être mon number one de l'année, mais il est dans mes tops définitivement, Conclave avec Ralph Fiennes. Conclave, c'est une histoire qui se passe au Vatican, c'est une histoire fictive. Ça se passe à l'intérieur du Vatican au moment où le pape de l'histoire, le pape décède et est décédé. Et dans le Vatican, il y a une tradition, il y a des choses qui se font où ils doivent appeler tous les grands... j'ai pas les termes, mais tous les grands de l'Église à travers le monde pour venir ensemble. Et puis, ils doivent ensuite passer à des votes secrets où ils sont, pas séquestrés, mais enfermés. Ils sont en dedans, ils peuvent pas avoir contact avec personne à l'extérieur pour ensuite passer des votes pour décider qui sera le prochain pape. Et puis, c'est une très bonne histoire. Esthétiquement, super beau film. Chaque image est super belle. Et... une très bonne histoire aussi. Et puisque c'est fictif, ils peuvent se permettre certaines choses, mais on peut imaginer que ces choses pourraient arriver, parce que malgré que c'est des hommes qui vivent pour la religion et pour le bien des choses, supposément, ils ont chacun leurs valeurs, ils viennent de peu partout dans le monde, ils ont chacun leurs préjugés, ils ont chacun leur historique. Il y a des plus jeunes, des plus vieux. Et c'est sûr qu'il y a genre des alliances qui se font, du monde qui essaie de se backstab. Donc, à l'intérieur de quelque chose qui est supposé être holy et clean et parfait et qui montre une super belle image, on voit vraiment un autre côté. C'est une très bonne histoire. On pourrait croire que c'est véridique, même si on sait jamais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur vraiment de ces situations quand ça arrive. Ça fait très réaliste qu'on le regarde. On pourrait imaginer que ça s'est inspiré d'événements qui sont vraiment arrivés. Donc, Conclave... excellent film dans les films de l'année. That's it. Peace. Ok, j'ai eu un doute si j'allais le mettre. Mais je vais le mettre quand même. Gladiator 2. Gladiator 2 est un film. Première question que tout le monde va demander. Est-ce que c'est meilleur que le premier? Non. Absolument pas. Je vais d'abord vous donner le négatif. Il y a comme des négatifs, mais ça rentre dans mon top. Premier négatif, c'est... je vais vous trouver la bonne façon de vous dire ça. Il y a des éléments qui n'avaient pas besoin de revenir, que c'est un peu forcé. Disons, un personnage, il faut qu'il revienne parce qu'on l'avait vu dans le premier film, tout ça. Comme ça, c'est un peu forcé. Ça, je suis pas sûr, mais incluant le background du personnage principal, story-wise, je suis comme, OK, c'est un peu facile. Deuxième élément négatif, certains effets spéciaux. Je trouve que dans le premier film, les effets spéciaux sont tellement beaux qu'il faut les chercher pour voir c'est où qu'il y a eu du CGI. Tout a l'air vrai, même quand on sait que c'est pas vrai. C'est juste naturel, l'esthétique est complètement clean, tout. Dans le deuxième film, ils ont poussé la barre plus haute. Fait qu'il y a des choses qu'on voit que c'est CGI tout de suite. Je trouve que ça nous déconnecte du film à certains moments. C'est pas tout le film, mais il y a 2-3 moments dans le film où ça arrive. Ça, c'est négatif. Positif. L'univers est pareil, on le sent, c'est le même monde. Le côté politique est pareil, la corruption politique de Rome qui continue à montrer plus en détail. Excellent. Denzel, I don't care. Le monde, il y en a qui se plaignent parce qu'ils disent
Il a pas le même accent. On dirait qu'il parle comme s'il est moderne et tout. Mais moi, je ne suis même pas affecté du tout. La performance de Denzel est incroyable. Il est super bon. Le gars principal est vraiment, vraiment efficace. Ce sera jamais Russell Crowe. Faut pas le comparer. Mais il l'a. Il l'a vraiment. Ensuite de ça, tout cet univers fit naturellement dans le monde de Gladiator. Les événements du premier film fit dans Gladiator. Un instant. Le film fonctionne. Est-ce qu'il avait raison d'être? C'est dur à dire. Le film fonctionne, fait que moi, je le pardonne parce que je sors pas du film comme, oh, ils n'avaient pas besoin de le faire. Parce que ça marche. C'est une des meilleures réalisations de Ridley Scott depuis un bon bout, parce que Ridley Scott est pas aussi bon qu'il était, mais c'est un réalisateur légendaire. Donc, Gladiator 2, c'est quand même un succès du début à la fin, je trouve. La seule dernière critique mauvaise que je peux dire par contre, c'est que la touche émotionnelle qu'on sent dans le premier, tu sais, comme ça vient nous chercher, puis pas juste à la fin comment ça termine, mais pendant, il y a des moments qui viennent te faire mal, ça fait vraiment mal quand ça se passe. Ça peut être au début, comment Russell Crowe, son personnage, le Spaniard, perd sa famille. C'est que le film est touchant du début à la fin. Je trouve pas que Gladiator 2 est aussi touchant émotionnellement. Il est aussi divertissant. J'aime pas parler de Pedro Pascal, qui joue bien son rôle, même si le rôle est pas très profond. Mais le film est rempli de surprises, puis j'ai été diverti du début à la fin. Il n'y a pas de moment plate. C'est juste un bon film. So, voilà mon top 10 des films. Redcon Movie Club, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Dave, peace. Get ready, branche tes écouteurs. Redcon Movie Club, on va t'embarquer dans un univers de films. On va tout découvrir.